Allez, aujourd'hui, une vidéo, le chiot, le cas d'une arrivée d'un chiot dans un foyer. Tout le monde est confronté à ça, ou tout le monde ou presque, à part si vous avez récupéré votre chien dans un refuge déjà adulte. Sinon, tout le monde est confronté à ça. Et il y a quelques erreurs à ne pas commettre, quelques petites choses toutes simples à mettre en place. Alors ça fait partie d'un de mes grands regrets avec ma chienne de ne pas avoir pu faire ces vidéos justement quand elle était elle-même chiot. À l'époque, je ne savais pas que j'aurais envie de faire quelques vidéos. Je ne savais pas non plus que j'allais lire autant d'âneries sur internet concernant l'Akita. Donc je me suis un petit peu investi de cette mission en tant que maître d'Akita et éducateur, me disant je peux peut-être réussir à remonter un peu l'Akita dans l'estime des gens. Ce qu'on entend sur l'Akita, que vous devez lire tous les jours quand vous vous renseignez sur la race, on n'y échappe pas. Il est associable, il est indressable, il est têtu, il est relou, on se demande même pourquoi l'Akita est encore reproduit et plaît encore à des gens, si ce n'est que pour le physique. Bon, ça me fait beaucoup de peine quand j'entends tout ça. Et puis c'est absolument faux en plus, c'est ça le pire. Et c'est malheureusement en s'enfermant dans ce cliché-là, dans cette espèce de cercle vicieux, on a un chien qui est réputé associable, qui est réputé presque indressable parce que têtu, parce que ceci, parce que cela. Donc du coup, on a peur, on fait tout ce qu'il ne faut pas pour le rendre sociable. Donc on le rend associable en pensant que tout va mal se passer, mais on fait en sorte que ça se passe mal inconsciemment, etc. etc. Donc c'était vraiment l'objet de mes vidéos, de montrer que évidemment c'est possible d'avoir un Akita dressé correctement, éduqué correctement. Non seulement c'est possible, mais c'est surtout possible si on fait quelque chose. Si on fait rien et qu'on s'apitoie sur son sort, je comprends même pas comment on peut choisir une race pour laquelle on sait d'avance qu'on va rien pouvoir en tirer, quoi. On va rien pouvoir faire de bien, on va rien pouvoir partager, on pourra pas voir d'autres copains, d'autres congénères, on pourra pas le détacher, etc. J'ai même du mal à comprendre vraiment comment on peut encore en avoir en fait, comment on peut prendre du plaisir à choisir cette race. Voilà. Moi j'ai choisi justement parce que c'était un caractère qui me plaisait. Et je comprends donc qu'il plaît à d'autres personnes qu'à moi. Par contre, il ne faut pas le stéréotyper comme étant un chien qu'on ne peut pas détacher, qu'on ne peut pas croiser d'autres personnes, etc., etc. Donc ça, c'est absolument faux. Il faut se remettre en question, nous, en tant qu'êtres humains. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à en tirer le meilleur aussi facilement que d'autres races, comme les chiens de berger qu'on connaît depuis des centaines d'années, qu'il faut s'accabler, s'apitoyer sur son sort, etc. Donc pour en revenir au chiot. Le chiot, tout simplement, quelle que soit la race, mais je vais avoir des recommandations qui sont applicables évidemment à tous les chiens, et d'autres un petit peu spécifiques qui vont être propres à certaines races de chiens, dont l'Akita. Pour revenir, le choix du chiot, déjà tout simplement, quand on commence à faire des recherches, moi je vais faire souvent une petite analogie entre l'arrivée d'un chiot et l'arrivée d'un enfant, parce que je trouve que c'est très parlant. Donc quand j'explique ça à des gens, des clients, etc., je fais souvent cette analogie-là. Alors même si vous n'avez pas d'enfant, c'est très facile à comprendre. Le chiot, maintenant en 2023, il est dans la plupart des cas choisi. Son arrivée est prévue. Comme pour un enfant. Toutes les grossesses humaines sont quasiment choisies toutes à 90% maintenant. La grossesse surprise, ça arrive évidemment d'accidents, etc. Mais sinon, tout est planifié. La société maintenant fait qu'on planifie tout. L'arrivée d'un enfant est planifiée presque plusieurs années à l'avance. On sait, telle année, je vais le faire, cet été, cet hiver. On calcule, etc. Après, la vie choisit si c'est tout de suite ou pas. Mais on a quand même une idée de planification. Et c'est pareil pour le chien. Donc à partir du moment où on planifie une arrivée, on peut mettre des choses en place. On n'est pas surpris par son arrivée. Mettre des choses en place, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on va commencer par choisir un éleveur. On n'est pas obligé de prendre le premier venu au coin de la rue. On va surtout pas faire une économie de 100 ou 200 euros sur l'achat d'un chiot qu'on pourrait payer tout le reste de l'année, tout le reste de sa vie, c'est-à-dire pendant 10 années, au minimum. Donc, on visite un éleveur. Si on n'est pas satisfait, on en visite un deuxième, etc., etc. Qu'est-ce qu'on demande réellement à un éleveur? On ne demande pas à un éleveur qui soit sympathique avec le futur acquéreur. Honnêtement, on s'en fout. Moi, j'ai eu un contact avec l'éleveur chez laquelle j'ai récupéré ma chienne. C'est pas mon pote, quoi. On s'est plus revu depuis. On peut s'envoyer une ou deux photos, etc., de l'évolution du chien. Sinon,
Moi, chez un éleveur, j'y vais, je cherche une personne équilibrée, entre guillemets, stable, que ce ne soit pas un taré ou et qui ait un foyer accueillant pour un chien. Donc moi, dans le cas présent, c'était un élevage assez familial quand même, même s'il y avait à peu près 8-9 chiens, je crois, mâles-femelles mélangés. Les chiens étaient tout à fait stables, ils étaient très gentils. Alors bon, ils étaient... moi j'ai pu voir, ça c'est extrêmement important, il faut absolument que vous puissiez voir la femelle future mère ou carrément en gestation, c'est-à-dire avec les petits dans le ventre, c'est très bien. Moi j'ai eu l'occasion de la voir, de toute manière si j'avais pas pu la voir, ça n'aurait pas été l'éleveur que j'ai choisi, tout simplement. Il ne faut pas chercher à comprendre, des fois il faut être intransigeant dans la vie. Vous avez la possibilité de comparer, de réfléchir, de voir ce qui est le mieux, il ne faut pas s'en priver. Moi j'ai eu la chance de voir la femelle, c'est-à-dire la mère et le père. Le père c'est un peu plus rare quand vous y avez accès, c'est moins grave si vous ne le voyez pas, c'est quand même sympa de le voir. Mais c'est moins grave, moi j'ai pu voir la mère, la caresser, elle était très gentille, elle n'avait pas peur du tout, on voyait qu'elle était très bien équilibrée dans sa tête, dans ses pattes, tout allait bien, malgré qu'elle avait ses futures progénitures, si je peux dire, dans son ventre, donc elle était très très bien. Donc déjà on voit que c'est une chienne qui évolue bien dans cet élevage, que tout va bien, etc., etc. Ça met en confiance. Si on ne peut pas voir la femelle, on s'enfuit en courant. Si quand on voit la femelle, en gestation ou pas, qu'elle a l'air craintive, qu'elle a l'air peureuse, alors si elle a l'air agressive, barrez-vous, ne soyez pas bête. Même si c'est la plus belle du monde, hein, même si elle a des concours de beauté, des prix, etc., on n'en a rien à faire. Hein. Il faut vraiment pas se mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc si vous voyez déjà que la mère est bien, il y a de fortes chances que les chiots à l'intérieur soient déjà stables. On parle juste de point de départ, de bons points de départ, de ne pas partir avec un handicap. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est tout gagné, c'est tout cuit, c'est super. Mais au moins on ne part pas avec un handicap. Donc déjà c'est la recherche d'un bon chiot pour commencer une bonne vie. Deuxièmement, comme vous avez eu du temps, vous avez pu choisir aussi un vétérinaire. Parce que moi je vais souvent parler, voilà, la petite trilogie autour le petit tiercé autour du chien, bah, tout simplement ça va être en premier lieu l'éleveur, parce que c'est la première personne qu'on croise, qu'on va voir pour avoir un chien. Non. En numéro 2, vous avez le vétérinaire que vous allez voir en tout premier, parce que vous allez faire les premiers vaccins tout de suite. Vous allez établir un premier contact, etc. Et en troisième, si besoin, il n'y a aucune obligation, bah, l'éducateur canin. Voilà. Donc, si vous n'avez aucune connaissance du monde canin, que vous pensez tout de suite avoir besoin d'aide, et que vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de honte à ça, vous pouvez faire appel à un éducateur canin. C'est absolument pas obligatoire. Il y a des milliers de familles, je dis des milliers, peut-être même des millions, qui se débrouillent sans éducateur canin et qui se débrouillent très bien. Il y en a d'autres qui, avec un éducateur canin, même 2, 3, 4, 5, c'est la galère. Tous les jours, une galère. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de loi à ce sujet. Voilà. Il faut faire attention aussi aux personnes qui veulent tout faire. Donc attention, moi je suis d'avis de penser que chacun son métier. Un éleveur, c'est pas un éducateur. Un éducateur, c'est pas un éleveur. Un vétérinaire, c'est pas un éducateur non plus. J'entends souvent des fois des vétérinaires comportementalistes, des éleveurs éducateurs. Bon, pour faire un petit parallèle à l'enfant, est-ce que le pédiatre est instituteur, par exemple? Non. Voilà, non. On demande à un pédiatre, comme on demande à un vétérinaire, de soigner notre chien. On n'essaye pas de lui soigner le comportement, c'est-à-dire soigner psychologiquement, on va dire. On demande de le soigner physiquement. Et ça s'arrête là. Qu'on ne nous fasse pas croire, à part quelques petits sédatifs qu'ils aiment bien donner de temps en temps, parce que le chien est soi-disant excité, etc., alors qu'en fait, il sort jamais, donc forcément, il sera toujours excité. Et quand le médicament sera arrêté, ça reviendra. Donc ça, c'est des fausses analogies, on va dire. Voilà. Chacun son métier. Moi, je suis vraiment partisan de ça. Chacun son métier. Toujours est-il qu'on va avancer sur le sujet du chiot. Maintenant, on l'a choisi. On a trouvé l'éleveur. On a un vétérinaire, trouver l'éducateur canin qui connaît la race ou qui est pas mal dans tous les cas. On est bien. Ou vous n'avez pas besoin, peut-être vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de souci. On commence l'éducation canine, ça c'est extrêmement important. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vous récupérez votre chien à 2 mois. C'est normalement le minimum 8 semaines. N'essayez pas.
c'est très important. N'essayez pas de récupérer votre chien plus tôt. Ça ne sert à rien. N'essayez pas non plus de vous laisser tenter par un éleveur qui vous dit « Oh mais non, vous pouvez le récupérer, il a 6 semaines et demie ou 7 semaines, c'est bien, il n'y a pas de problème. » Non, le chien, le chiot doit rester avec ses parents et sa fratrie jusqu'à 2 mois. Il ne faut pas déborder jusqu'à 3 mois évidemment, mais on essaie de le récupérer. Je trouve que 8-9 semaines c'est très bien. 8, 9, 10 semaines maximum c'est très bien. On ne le prend pas avant. À cet âge-là, 1 semaine de moins ou 1 semaine de plus avec sa mère qui va pouvoir lui apprendre des choses et ses frères et sœurs, c'est déjà partir, je vais pas dire avec un handicap, mais c'est déjà un point en moins. Voilà. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, quelle que soit la race de chien, pour que tout se passe bien, on n'enlève pas un chiot trop tôt à sa mère. Voilà, ça c'est la base. Donc si on vous dit, vous pouvez venir le chercher au bout de 7 semaines, essayez d'être patient. C'est pour le bien du chien, le bien de sa vie future. Laissez aux parents la possibilité de lui apprendre le maximum de choses avant de partir. Maintenant, vous avez le chiot chez vous. Là, encore une petite analogie avec l'être humain et l'arrivée d'un bébé, c'est calculé. C'est calculé. Quand on a un enfant, on a un congé maternité, un congé paternité. Ça semble tout à fait normal pour tout le monde. Même la société s'est battue même pour avoir des congés paternité et maternité de plus en plus longs. Quand un chien arrive dans sa famille, si on peut au maximum, il n'y a pas d'obligation évidemment, mais si on peut prendre quelques jours de congé pour l'arrivée du chien, c'est important aussi. Vous ne pouvez pas récupérer un chien dans le week-end, un samedi, dimanche par exemple, et partir le lundi, faire une journée de travail 8h, 18h. Évidemment, si vous êtes en appartement, qui va tout salir, qui va commencer à abîmer des choses dès les premiers jours, dès les premiers mois, et après voilà, vous allez faire un engre évidemment. Donc si tout est planifié comme je vous le dis, ce qui l'est dans 90% des cas. Vous pouvez aussi poser quelques jours de congé. Vous pouvez faire arriver le chien même pendant un moment de vacances. Selon, ça j'ai oublié ce petit détail aussi, sur les portées chez les éleveurs, en règle générale, une femelle a la possibilité d'avoir les chaleurs, dans un cas théorique on va dire, c'est automne-printemps. Donc ça va vous faire des mises bas hiver-été. Donc vous avez des portées d'été, vous avez des portées d'hiver. Ça, personne n'y prêtait attention jusqu'au Covid. Personne n'y prêtait attention, sauf quelques personnes un petit peu réveillées. Mais sinon, vous avez toujours les portées d'hiver et les portées d'été. Quelle est la différence? Tout simplement, la portée d'hiver, vous allez rentrer dans une période de socialisation du chien où il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de possibilités. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit, tout simplement. Il fait froid. Il est 5 heures, à 5 heures il fait nuit. Les gens sortent moins le matin, le soir. Vous avez une portée d'été, c'est tout l'inverse. Les journées sont longues, tout le monde est content, tout le monde est festif, on peut sortir très tard, etc., etc. Donc souvent, on remarque que les chiens de portée d'hiver sont un peu moins socialisés que ceux d'un portée d'été. Encore une fois, là, c'est des généralités, ce sont des statistiques. Et le Covid a mis ça en lumière. Pourquoi? Parce que c'était des portées d'hiver, les chiens qui sont nés à cette portée-là d'hiver, et ont fait toute leur période de croissance de chiots en confinement. Et bon là, je peux vous dire que c'était la merde. Les éducateurs canins, ils ont dû en voir arriver un wagon. Moi, je l'ai vu arriver, comme tout le monde, dans tous les domaines, dans tous les métiers, c'était pareil. Il se passe rien pendant 3 mois, et puis après, c'est la surcharge max, quoi. Et bon, voilà, quand c'est des histoires comme ça, comportementales, où toute une croissance, toute une adolescence, etc., a été complètement effacée de la vie, c'est un peu plus délicat. Il faut reprendre tout depuis le départ. Heureusement, le déconfinement était justement printemps-été, et ça a pu permettre aux gens de sortir presque plus que ce qu'ils en avaient l'habitude. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse sur ce portée hiver, portée d'été.